Eh toi, dis-moi, tu aimes la Formule 1? Tu veux supporter un média francophone qui parle de Formule 1? Alors abonne-toi. Bonjour et bonne année. Je suis super heureux de vous retrouver les amis pour la première vidéo de l'année 2025, une année qui s'annonce extraordinaire pour la Formule 1. Il y a quelques semaines, Max Verstappen a récupéré sa 4e couronne de champion du monde. Mais cette année, il n'y a rien de garanti. Ferrari, McLaren et Mercedes ont affiché quelques belles promesses en 2024, surtout McLaren d'ailleurs, qui a récupéré le titre de champion constructeur. Au-delà de la bataille pour le titre, il y a aussi des mouvements de part et d'autre. Bien sûr Lewis Hamilton chez Ferrari, mais aussi Carlos Sainz qui fait l'enfant de gré chez Williams. Et bien sûr on doit parler de Liam Lawson chez Red Bull, qui va affronter le monstre Max Verstappen. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette saison de Formule 1 pourrait être spéciale, selon moi. En fin de vidéo, je vous donnerai également quelques chiffres de mon année 2024 et mes objectifs pour cette saison. Sans plus attendre, on commence par ce que j'attends le plus en 2025, à savoir la bataille pour le titre. 2024 a été un tournant majeur dans l'histoire récente de la F1. Cette année a marqué la fin de l'ère de domination de Red Bull. Alors certes, Max Verstappen est toujours champion du monde, mais que ce fut compliqué. Ce qui est le plus frappant, c'est que beaucoup de pilotes ont gagné à plusieurs reprises. Prenons McLaren par exemple. En 2024, ils sont passés d'une écurie de milieu de tableau à une écurie championne du monde. Norris et Piastri ont prouvé qu'avec une bonne voiture, ils peuvent gagner. Et même s'ils n'ont pas été aussi impériales comme Max Verstappen, eh bien ils ont affiché une certaine solidité. Avec Fred Vasseur, Ferrari semble avoir trouvé une direction cohérente. Depuis que ces réglementations sont en place, c'était sans doute leur meilleure saison. Mercedes était un cran derrière, mais ils ont eux aussi réussi à gagner à plusieurs reprises. S'ils réussissent à avoir plus souvent cette voiture qu'on a vue à Silverstone ou à Spa, eh bien ils peuvent eux aussi se mêler à la lutte pour le titre. En somme, sur le papier, ces 4 écuries ont une chance de gagner le titre. À part Mercedes qui est un tout petit peu plus loin pour l'instant, elles ont toutes une meilleure compréhension des règlements. Et ça peut nous donner une bataille à 4 absolument magnifique. Deuxième chose qui m'intrigue le plus cette saison, la situation de Lewis Hamilton chez Ferrari. Les amis, j'étais obligé de vous parler du transfert du siècle. Alors d'un côté, vous avez le pilote le plus titré de l'histoire, et de l'autre côté, vous avez la Scuderia Ferrari, l'équipe la plus prestigieuse et la plus titrée de l'histoire. C'est fou, il faut se rendre compte que c'est une dinguerie absolue. L'arrivée d'Hamilton chez Ferrari est intéressante en termes de timing. À 40 ans, un âge où la plupart des pilotes sont déjà à la retraite, lui rejoint ce qui se fait de mieux en Formule 1 quasiment. Et il arrive à un moment où Ferrari est en pleine progression. L'an dernier, ils auraient pu décrocher le titre constructeur. Ça s'est joué à une dizaine de points. Donc logiquement, s'ils poursuivent sur cette voie, il doit avoir une voiture capable de jouer le titre. Pour Hamilton, c'est peut-être la dernière chance de décrocher ce 8e titre qu'il attend depuis si longtemps. Imaginez s'il est champion du monde à nouveau, dans une Ferrari, et qu'il dépasse Michael Schumacher. Le tout pour sa première saison chez Ferrari. Ce serait complètement fou. Il y a aussi une sacrée histoire à écrire avec Charles Leclerc. En théorie, c'est lui le pilote confirmé dans l'écurie. Il doit réussir à mieux faire qu'Hamilton. Jusqu'à présent, il a dominé tous ses coéquipiers. Et même Hamilton ne doit pas faire exception. Son objectif pour l'an prochain est de devenir champion du monde. Et bien sûr, on lui souhaite d'avoir une voiture qui lui permette de se battre pour le titre. Celui qui remplace Hamilton chez Mercedes s'appelle Andrea Kimi Antonelli. Et c'est ma transition pour vous parler d'un sacré nouveau chapitre qui s'ouvre en Formule 1. Et oui, 6 pilotes vont disputer leur première saison complète sur la grille, ce qui indique un sacré bouleversement générationnel. Kimi Antonelli hérite du meilleur baquet, mais avec toute la pression qui va avec. Il prend la place d'une légende vivante de la Formule 1, celui qui a fait rêver toute une génération de fans grâce à toutes ses victoires et tous ses titres. Alors personne ne s'attend à ce qu'Antonelli fasse du Hamilton, mais il a tout de même de sacrés espoirs autour de lui. Car selon Toto Wolff, il lui a fallu seulement 5 minutes pour décider de le titulariser en lieu et place d'Hamilton. Beaucoup de pression donc pour Kimi Antonelli, qui va devoir répondre aux attentes placées en lui. Les autres pilotes ont pour la plupart justifié leur promotion en Formule 1. Berman a fait du très bon travail chez AC Ferrari. Et même si sa saison de F2 est très moyenne, eh bien c'est somme toute logique de le voir prendre un baquet. Liam Lawson lui aussi a globalement convaincu durant ses 11 Grands Prix. On va en parler un petit peu plus tard, donc je ne vais pas trop développer. Mais lui aussi il va devoir répondre présent, alors que d'autres méritaient le baquet Red Bull. Gabriel Bortoleto, champion de F2, mérite de monter en Formule 1. Audi se cherche un nouveau visage pour incarner leur projet. Il compte en quelque sorte former Bortoleto pour qu'il devienne un grand pilote de demain. Attention, ce n'est pas celui qui a le plus de hype en France, mais il fait champion de F3 et champion de F2 en back-to-back, et ça n'a pas l'air d'être quelqu'un d'ordinaire. Jack Doohan lui est peut-être une solution par défaut. Alpine n'avait pas envie de dépenser des 100 et des 1000 pour ce baquet, et son statut est assez bancal. Il va devoir prouver d'entrée de jeu qu'il mérite sa place là-bas. Enfin, Isaac Hadjar a lui aussi promu en Formule 1 assez logiquement. Il a fait une saison de F2 très cohérente et il y avait un baquet de libre chez Red Bull. Et ça c'est ma transition toute trouvée pour parler de mon 4e point d'intérêt. Il y aura un nouveau pilote français sur la grille. Isaac Hadjar va accomplir son rêve en 2025, rouler en Formule 1 chez Racing Bulls. Avec Campos, une équipe qui n'est pas habituée à jouer les premiers rôles, il s'est imposé comme un vrai leader. Certes, il n'a pas décroché le titre,
mais sa saison a été suffisamment solide pour convaincre Red Bull de le promouvoir. J'ai consacré une vidéo à Hadjar, à son parcours et à mes attentes pour cette saison. Si ça vous intéresse, je vous invite à la voir ou à la revoir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un contrat d'1 an, qu'il va faire face à Tsunoda, qui est bien en place depuis quelques années, et aussi qu'il a la pression des jeunes pilotes Red Bull derrière lui, comme Arvid Lindblad. Ce n'est pas facile comme contexte, mais il le sait très bien. Il va lui falloir du caractère pour s'imposer chez Red Bull. Je suis très enthousiaste à l'idée de le voir en piste, et 3 pilotes français sur la grille, c'est quelque chose de rare, et qu'il faut apprécier. À côté de lui, il y aura bien sûr ce bon vieux Pierre Gasly, qui sort d'une saison très bonne chez Alpine. Et bien entendu, on suivra très attentivement les premiers pas d'Esteban Ocon chez Haas. C'est un moment historique pour le sport automobile français, assurément. 2025 vient à peine de commencer, mais je me projette déjà en 2026 personnellement. Car un élément essentiel des règlements sportifs et techniques de la FIA va entrer en vigueur cette saison. Et ça va absolument tout changer. Le 1er janvier 2025, toutes les écuries vont pouvoir commencer officiellement à développer leur voiture de 2026. Alors les équipes étaient déjà autorisées à travailler sur le moteur version 2026. C'est évidemment une révolution technique si importante qu'elle nécessite du temps et des investissements. Mais cette saison, la FIA donne le feu vert pour développer tout le reste. Ce 1er janvier 2025 marque un immense tournant dans l'histoire de la Formule 1. C'est le premier jour d'une révolution technique qui va complètement changer les règles du jeu. Il est crucial de prendre un bon départ dès maintenant, sinon les prochaines années pourraient être très longues. Ce qui me fascine personnellement, c'est que les écuries auront un double objectif à gérer. L'objectif d'être performant cette saison et l'objectif de l'être encore en 2026. D'autant plus que la lutte pour le titre est très serrée, et qu'il semble y avoir de la place pour plusieurs écuries de gagner cette année. Ce qui est sûr, c'est que certaines vont sacrifier cette saison. Williams l'a déjà annoncé, et c'est tout à fait possible qu'Aston Martin en fasse de même. En parlant de Williams et d'Aston Martin, je me demande ce que le sort va réserver aux déceptions de la saison dernière. Commençons par Williams. Après une saison 2023 plutôt encourageante, où Alex Albon avait décroché à lui seul la 7ème place au classement constructeur, ils ont chuté en 2024. Malheureusement pour eux, ils sont descendus de 2 rangs. Mais ce n'est peut-être pas ça qui leur a fait le plus mal. C'est l'écurie qui a perdu le plus d'argent à cause d'accidents, de très très loin. Selon Motorsport, c'est à peu près 14,5 millions de dollars de coûts. C'est faramineux. C'est le double de 2023. Et pour une écurie avec un budget aussi faible, eh bien ça réduit forcément leur marge de manœuvre. James Vowles a dit qu'ils allaient sacrifier 2025 pour briller en 2026. Mais est-ce bien vrai, ou alors est-ce une stratégie de fausse modestie? On verra bien, mais j'imagine que Carlos Sainz et Alex Albon, deux pilotes de grand talent, doivent voir des progrès. Sinon leur futur pourrait s'inscrire ailleurs. Quant à Aston Martin, eh bien la chute par rapport à 2024 est peut-être encore plus importante. Mine de rien, ils se sont maintenus à la même place au classement constructeur, donc ce n'est pas une régression. Mais 0 podium contre 7 en 2023, presque 200 points de moins, vu les moyens investis et les ambitions initiales de jouer le titre en 2025, eh bien vous avouerez qu'ils sont davantage sur une pente descendante. Est-ce qu'ils vont s'améliorer dès cette saison ou tout sacrifier pour 2026 ? Est-ce que Fernando Alonso va continuer à croire dans ce projet si les résultats ne suivent pas ? Est-ce que Honda va tenter d'imposer Yuki Tsunoda dans le groupe, bien qu'il y ait un pilote en CDI dans l'équipe ? Enfin, il y a Alpine. Franchement, je crois qu'on en a assez parlé sur la chaîne. Mais 2025 sera indéniablement un tournant de leur histoire. C'est la dernière année avec le moteur Renault, la der des der normalement. En tout cas, tant que Luca de Meo sera aux commandes. Est-ce que la performance moteur va suivre ? Est-ce qu'ils réussiront à développer une monoplace aussi compétitive qu'en fin de saison ? Est-ce qu'ils vont progressivement entamer ce processus de vente, que tout le monde annonce depuis des mois, mais que de Meo dément en bloc ? On verra, mais je suis aussi très curieux de voir ce que fait Alpine cette année. 7ème chose dont j'ai envie de vous parler, les amis, c'est l'arrivée de Cadillac en Formule 1. Alors ce n'est pas prévu pour cette année, c'est pour 2026. Mais de grandes manœuvres vont avoir lieu dès cette saison. Ils ont déjà noué un accord moteur avec Ferrari pour 2026, donc il va falloir incorporer ça à leur infrastructure, et ça c'est un vrai challenge. Mais moi ce qui m'intéresse particulièrement, ça va être leur choix de pilote. Est-ce qu'ils vont prendre le fameux Colton Herta, américain, à qui on annonce la Formule 1 depuis des années ? Ou alors notre américain prometteur, pourquoi pas Jack Crawford ? Et quid du deuxième baquet ? Un expérimenté comme Valtteri Bottas ou Sergio Pérez ? La communication autour de l'arrivée de Cadillac m'intéresse tout particulièrement. Avoir un groupe comme General Motors en Formule 1 va évidemment changer le visage du sport, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai vraiment hâte de voir leurs premiers pas dans la discipline. 2025 va être l'année des grands changements, en particulier au niveau des pilotes. C'est mon 8e point d'intérêt pour cette année. Premièrement, Ocon quitte Alpine pour Haas. Au départ, c'était un choix qui pouvait surprendre, mais qui a du sens aujourd'hui. Contre toute attente, Haas est monté en puissance en 2024. Et désormais, ils sont renforcés par cet accord technique avec Toyota. Si l'on s'en tient uniquement aux performances de fin de saison, en passant d'Alpine à Haas, Ocon ne connaît pas forcément une régression. Là-bas, en théorie, il aura un statut de leader clair et de pilote expérimenté. C'est une petite structure, assez familiale, mais qui s'en sort malgré tout. Et je pense que ça peut être un super rebond pour lui. Le transfert le plus intriguant est peut-être celui de Carlos Sainz chez Williams.
Je pense qu'on s'accordera tous à dire que ce n'est pas un pilote de fond de grille. Et pourtant, il s'est retrouvé un petit peu bloqué dans ce marché des transferts, malheureusement. Il est contraint de s'exiler dans l'une des pires écuries de la grille. Mais dans son discours, il semble croire fermement dans ce projet. 2025 devrait être compliqué, mais sur le long terme, il y a peut-être une belle histoire de groupe à écrire. Imaginez que ce pilote incarne le renouveau de Williams, qu'il réussisse à les faire briller, eux qui évoluent en fond de grille depuis tant d'années. James Holmes a une vision très claire pour ce projet, mais pour que ça fonctionne, il faut opérer une révolution qui prend énormément d'années. Si Williams réussit à retrouver ses performances d'antan, Sainz pourrait être le pilote parfait pour incarner ses nouvelles ambitions. Mais tout le monde sait qu'il y a énormément de boulot. Et s'ils parviennent à se battre pour le top 10 en 2025, ce serait déjà un exploit. C'est un petit peu pareil pour Hülkenberg chez Audi. Il arrive dans la pire écurie de la grille, dans un groupe Volkswagen qui a des difficultés économiques en ce moment. Et peut-être que leurs ambitions initiales sont désormais revues à la baisse. Sauber aura besoin de la meilleure version de l'incroyable Hulk pour se sortir de cette panade. Enfin, il y a bien sûr le cas de Liam Lawson chez Red Bull. Il a disputé seulement 11 Grands Prix en Formule 1 et la pression est énorme pour lui. Il a été préparé à ça. Mais quand on voit sa promotion express, je ne peux m'empêcher de penser au cas de Pierre Gasly et d'Alex Albon. C'est un pilote qui a une capacité d'adaptation extraordinaire. Il a été bon dans toutes les catégories où il est passé. En Super Formula, en DTM, en Formule 2 et aussi en Formule 1. Mais là, il va faire face au défi le plus important de sa carrière. Est-ce que Liam Lawson peut devenir vainqueur de Grand Prix? Est-ce qu'il peut faire mieux que Sergio Pérez? On verra bien. Mais s'il n'est pas suffisamment performant, ils feront certainement le switch avec Yuki Tsunoda. Ou alors peut-être avec Isaac Hadjar, qui sait. Hadjar et Tsunoda, ce sont deux pilotes en fin de contrat en 2025. Et c'est le 9e et dernier point d'intérêt de cette saison, les amis. Les pilotes en fin de contrat. Officiellement, il y en a 6. Liam Lawson, qui va devoir prouver qu'il a sa place chez Red Bull. Ensuite, il y a George Russell, qui est censé être le leader de Mercedes. Mais il a en quelque sorte l'ombre de Max Verstappen au-dessus de lui. Car on le sait tous, Toto Wolff aimerait beaucoup l'attirer dans l'écurie. S'il a l'opportunité de signer Verstappen, est-ce qu'il sacrifiera Russell ou l'autre pilote en fin de contrat, Antonelli? Vu tous les espoirs placés en Antonelli, ce serait quand même surprenant qu'il se sépare de lui au bout d'une saison. Isaac Hadjar et Jack Doohan ont eux aussi un an de contrat. Leur siège est également assez instable. Quant à Yuki Tsunoda, dernier pilote en fin de contrat, eh bien lui on l'imagine quitter le groupe Red Bull à l'issue de la saison. Mais il existe également un scénario où Liam Lawson n'est pas performant, et où Tsunoda hérite enfin du baquet Red Bull, celui qu'il attend depuis des années. La situation de ces pilotes sera extrêmement intéressante à suivre. Voilà les amis pour cette sélection de points d'intérêt de la saison. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, et j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Comme promis, je vais évoquer avec vous mon bilan de la saison 2024 et mes objectifs pour 2025. Alors la première chose, c'est que j'ai finalement atteint 100 000 abonnés. C'est arrivé en mai dernier et franchement, j'ai presque encore du mal à réaliser aujourd'hui. 100 000 abonnés, c'est très bien, c'est super, c'est un très bel accomplissement. Et bien sûr, merci énormément de votre soutien, ça n'aurait jamais été possible sans vous. Mais ce n'est pas forcément pour moi le plus grand gage de qualité. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous kiffiez le contenu. Donc que les vues soient au rendez-vous, que les commentaires soient positifs ou constructifs. Et de ce point de vue-là, je suis également satisfait. D'un point de vue statistique, j'ai fait une année similaire à 2023. Le seul petit bémol, c'est au niveau des abonnés. Alors les statistiques m'intéressent, évidemment. Mais ce que je retiens le plus personnellement, c'est que je me sens épanoui dans ce que je fais. Je trouve que le format a trouvé son audience. Et dans la forme, j'arrive à être un peu plus moi-même. J'arrive à vous raconter plus de blagues, même si souvent elles ne sont pas très drôles, et je fais un gros focus sur l'introduction. Et ça a l'air de vous plaire. C'est un format où je me sens épanoui, mais qui limite un petit peu d'un certain côté. Je trouve que c'est dur pour moi de connecter à fond avec vous. Alors finalement, ça a toujours été comme ça sur la chaîne, parce que j'ai fait un choix éditorial qui consiste à ne pas me montrer. C'est possible que ce soit amené à changer dans le futur, mais de base, j'ai fait cette chaîne pour ça, parce que ce format n'était pas très présent sur le YouTube francophone. D'un côté, avoir ce type de format est une force, parce que ce n'est pas courant dans le YouTube français. Mais c'est aussi une faiblesse, qui peut limiter la croissance de la chaîne, et aussi mes interactions avec vous. Et j'ai la chance d'avoir une super communauté, vraiment, parce que vos retours sont pour la plupart très positifs, très constructifs, et que vous êtes tous très sympas. Mais c'est vrai que le lien entre le créateur et les utilisateurs n'est pas aussi fort que d'autres créateurs de contenu. Du coup, cette année, je pense que ce qui va être important pour moi, ça va être de vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir davantage sur la chaîne? Des formats, des aspects à améliorer? C'est important pour moi de créer davantage de liens, et j'espère qu'on pourra y arriver ensemble. Je n'ai pas d'objectif particulièrement chiffré, si ce n'est m'éclater et continuer à avoir un bon équilibre. On va rester sur le même type de format, des vidéos qui traitent majoritairement de l'actualité. Comme tous les ans, il y aura également quelques hors-séries, et vous verrez ça en temps et en heure. Côté perso, cette saison, j'irai au moins un Grand Prix de Formule 1, je pense que ce sera Monza. J'ai dans un coin de ma tête aller à un Grand Prix un petit peu plus loin aussi, mais ça va dépendre du budget et aussi de mon planning. Quoi qu'il en soit, je profite de cette vidéo pour vous remercier de votre soutien en 2024, en espérant que cette saison 2025 soit encore meilleure. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner en masse pour le soutien, la visibilité et le référencement.
J'attends votre avis sur cette saison 2025. Est-ce qu'il y a des choses que vous espérez voir que je n'ai pas mentionnées? Moi je lirai ça attentivement. Merci encore une fois et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.